Ce long ruban de béton, fin et élégant, c'est le pont de l'île de Ré. Avec ses 2926,50 mètres, il est le deuxième plus long pont de France, derrière celui de Saint-Nazaire et ses 3356 mètres. Situé dans le département de la Charente-Maritime, le pont de l'île de Ré est une extension de la route départementale 735. Il relie Rive-Douplage, côté insulaire, à La Rochelle, côté continent. Inauguré en 1988, le pont de l'île de Ré a fait l'objet de nombreuses innovations. 55 000 tonnes de béton, 8 000 tonnes d'acier, tout ça posé en 20 mois d'exécution, études comprises, c'est absolument exceptionnel. Même encore aujourd'hui, c'est exceptionnel. Pour tenir ce délai hors norme, les ingénieurs ont imaginé un véritable jeu de Lego géant. Le tablier du pont est formé de 29 travées de 110 mètres de long, supportés par seulement 28 piles et composé de centaines de voussoirs. Chaque voussoir est une pièce de ce Lego géant et pèse entre 80 et 130 tonnes, l'équivalent de 3 semi-remorques. Afin de supporter de telles charges, une grue unique au monde, un lanceur de 285 mètres de long, a été développé spécifiquement pour ce chantier. C'est un lanceur assez exceptionnel parce que dans le monde, il n'y a pas eu d'autres lanceurs vraiment faits de cette taille et de ce gabarit pour poser une travée par semaine. Pour maintenir chaque voussoir de ce squelette de béton, un savoir-faire français a été retenu, la précontrainte. Des câbles d'acier qui maintiennent l'ensemble de l'ouvrage sous pression. C'est une technique très française, dont les Français sont même les recordmen au monde de la technique d'assemblage. Un pont de toutes les discordes qui aura opposé les Français au milieu des années 80, mais devenu indispensable en raison de la saturation des bacs, unique voie d'accès à la 4e île métropolitaine, la plus importante de France. On pouvait mettre 6 à 8 heures l'été. Ça rentrait plus d'abord pour ceux qui voulaient venir en vacances, mais ça rentrait plus surtout pour les permanents. Aujourd'hui, 3 350 000 véhicules empruntent le pont chaque année. Les opérations d'entretien s'effectuent sans interruption de trafic et font pour cela l'objet d'innovations permanentes. Le pont de l'île de Ré, c'est effectivement un laboratoire, mais un laboratoire dans lequel on n'a pas le droit de se tromper. Comment les ingénieurs ont imaginé et construit ce pont hors norme? Quelles techniques ont été utilisées pour assurer une longévité et une résistance exceptionnelles? Plongez dans les coulisses de cette mégastructure. L'île de Ré, sur la façade atlantique, une destination touristique qui voit sa population multipliée par 8 durant l'été. Jusqu'au milieu des années 80, les bacs formaient un balai incessant entre le port de la Palisse, côté continent, et le débarcadère de Sablanceau, côté île de Ré. Seulement 15 minutes de traversée, mais des heures d'attente à certaines périodes de l'année. Là, ici, ça évoque des souvenirs. C'est l'endroit où les voitures faisaient la queue, parfois jusqu'à 6 heures d'affilée, pour repartir sur le continent en fin de week-end, par exemple, de l'Ascension. Et puis, maintenant, vous voyez, c'est abandonné. C'est fini depuis 1988. Et donc, ça s'est ensablé parce que la nature reprend ses droits petit à petit sur toute chose. En 1947, il y avait 40 000 passages. Mais dès les années 70, les bacs en enregistrent 2 millions par an. À raison de 300 véhicules à l'heure, ils sont totalement saturés. Ça vous gêne pas de faire la
à queue pendant 4 heures? Non. On est en vacances, alors on a le temps, on a un mois. Ce problème était aussi répercuté dans la vie courante. Les gens avaient une difficulté d'accès à La Rochelle pour des soins médicaux, pour les enfants des écoles qui devaient accéder à leur lycée ou à leur collège. Tout ça a été rendu compliqué et donc l'idée du pont devenait assez naturelle. Bien sûr, les oppositions à ce pont ne tardent pas. Ce qui est en jeu, c'est la préservation des espaces protégés de l'île et la crainte de voir affluer un tourisme de masse. Ça a été au niveau national un enjeu quand même réel, puisqu'il y a eu un débat écologique, un des tout premiers en France, entre les pro-ponts et les anti-ponts. Et le commandant Cousteau, qui était une figure nationale et internationale très très réputée, a été chargé à un moment de faire une étude environnementale sur la nécessité ou pas du pont. Le débat passionne autant qu'il divise les Français. Et le commandant Cousteau va très vite comprendre que son statut de personnalité préférée des Français ne lui permet pas de peser sur une décision déjà actée en haut lieu. Ce qui s'est passé, c'est que la volonté politique était beaucoup plus forte et le ministre de l'équipement de l'époque, M. Maignery, a donné l'autorisation de construire le pont avant la remise du rapport du commandant Cousteau. Ce qui fait que le commandant Cousteau a déchiré son rapport en public parce qu'il considérait qu'on s'était un peu fichu de lui, quoi. Voilà le rapport qui m'avait été demandé par le ministre. C'est pour protester contre une habitude française qui consiste que les preneurs de décision, qu'ils soient gouvernementaux ou industriels, se moquent éperdument de l'opinion des gens d'abord et même des décisions juridiques. Jusqu'au bout, soutenu par de nombreuses associations, le commandant Cousteau continuera de s'opposer à la construction du pont. Sans succès. Les travaux commencent en février 1987. C'est l'entreprise Bouygues qui est retenue. Pour relever ce défi titanesque, 550 personnes vont se relayer jour et nuit pour construire la mégastructure. 55 000 tonnes de béton, 8 000 tonnes d'acier, tout ça posé en 20 mois d'exécution, études comprises, c'est absolument exceptionnel. Même encore aujourd'hui, c'est exceptionnel. Le tracé épouse quasiment l'itinéraire d'origine emprunté par les anciens bacs. Ainsi, le pont peut venir se raccorder au réseau routier existant. Sa forme en cloche, dans sa partie centrale, culmine à 30 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 11 étages, ce qui permet le passage des bateaux. Pierre-Marie Audouin-Dubreuil supervise l'entretien de l'ouvrage depuis plus de 20 ans. Le pont n'a plus aucun secret pour lui. Le pont, il est en courbe. Pourquoi est-ce que ce pont est en courbe? Et pourquoi ne pas avoir fait un pont droit? D'abord, nous sommes juste à côté du 6e grand port de France, c'est-à-dire que nous avons un trafic de cargo, de pétroliers importants qui se passe ici à côté à La Rochelle, avec des courants qui pourraient ramener les bateaux vers le pont si un bateau était en difficulté. Le pont a été conçu pour éviter que le bateau vienne le percuter, que le bateau ait tendance à s'enfiler entre les piles. Michel Virlogeux est le concepteur du pont de l'île de Ré. Il était le responsable de la division des grands ponts en béton à la CETRA, un service d'études rattaché au ministère de l'Équipement. Son cahier des charges à l'époque, construire un pont capable de résister à la collision avec un navire en détresse. Il fallait que l'ouvrage puisse résister à des chocs de bateau. Les bateaux sont très lourds, si vous voulez, et au moment d'un choc, vous avez non seulement le poids du bateau, mais le poids de l'eau qui l'entraîne avec lui. Donc vous avez un effet de choc très considérable, et il faut vraiment des fondations extrêmement importantes pour résister aux chocs les plus gros. Résultat, des fondations de piles conçues pour résister aux collisions les plus violentes. Et en cas d'accident, pour éviter un effet domino, un autre dispositif va être imaginé. Nous avons pris une précaution supplémentaire qui a été de diviser l'ensemble du pont en 6 viaducs élémentaires avec des coupures conçues
de façon à ce que si un accident extrême se produisait et qu'une des piles s'effondrait, on n'entraîne la ruine que l'un des 6 viaducs et pas de l'ensemble du pont. Si l'entreprise Bouygues est retenue, c'est qu'elle s'est engagée à construire le pont en 20 mois seulement. Une aubaine pour son client, le Conseil général, qui gagnait ainsi une année d'exploitation. Charles-Étienne Perrier, l'ancien directeur du chantier, est celui qui a veillé au respect du calendrier. Ça fait plaisir de revoir cet ouvrage 35 ans après et de voir qu'il a bien vieilli, qu'il est utilisé et adopté par les Rochelais et les Rétais, et plus tous les gens qui viennent en touriste sur l'île de Ré. Une course contre la montre commence. Pour tenir ce délai hors norme, l'entreprise n'a pas le choix, elle doit innover. La décision est prise de faire venir une plateforme élévatrice capable de s'ancrer dans le fond marin. Sa spécificité, elle est équipée d'une grue surpuissante. Évidemment, tous ces travaux-là offshore sont des travaux de manutention lourde qui mettent en jeu des poids de plusieurs dizaines de tonnes, d'où l'importance de cette grosse grue de 250 tonnes qui était sur la barge pour manutentionner toutes ces pièces fabriquées, ainsi que les grands tubes, la ferraille, etc. Ce dispositif exceptionnel va servir à la première étape de la construction des fondations des piles. Chacune des 28 piles du pont est solidement ancrée dans le calcaire des fonds marins. Grâce à la fameuse plateforme maritime, 4 tubes en acier de 2 mètres de diamètre sont forés dans la roche calcaire, avec une inclinaison de 20 degrés. Cette inclinaison permet une plus grande emprise dans la roche et donc une plus grande stabilité. Et sur la barge était installé un gabarit métallique qui permettait de positionner exactement dans le centimètre la pièce fabriquée, permettant de guider les pieux. Ces tubes d'acier qui s'enfoncent dans le sol jusqu'à 12 mètres de profondeur et qui dépassent de 5 mètres ont ensuite été remplis de béton armé. Ces travaux titanesques terminés, les colonnes des piles sont ensuite érigées sur ces fondations. Les piles, c'est un autre atelier qui vient derrière, avec 2 barges et des coffrages autogrimpants, va faire le flux de piles par levée successive. Sur cet ancrage est installé un tabouret préfabriqué, sur lequel, grâce à un bâtard d'eau, un barrage provisoire pour retenir l'eau, les piles de 5,50 mètres de diamètre, réalisées en béton armé et totalement creuses, viennent prendre appui. Et la dernière levée étant ce qu'on appelle le chevêtre, c'est-à-dire la pièce triangulaire que vous voyez sur chaque tête de pile qui va supporter le tablier. Les fondations et les piles sont donc coulées directement sur place. Les éléments du tablier, ce qu'on appelle des voussoirs, sont eux préfabriqués à proximité du chantier, avec toujours la même idée, gagner du temps. Un voussoir, ça pèse quand même jusqu'à 130 tonnes. Donc quand vous avez des voussoirs de ce poids-là, il faut pouvoir les amener sur l'ouvrage. Et donc déplacer 130 tonnes sur les routes, c'est difficile, c'est coûteux, c'est long. Donc on a tendance quand même à les faire à chaque fois sur place. C'est donc une véritable usine à ciel ouvert qui s'installe le long du littoral. Un chantier capable de construire jusqu'à 8 voussoirs par jour. Pour réaliser cet exploit, les ferrailles des voussoirs sont assemblées au sol et au millimètre près. Montez les gars, genre, c'est bon, on saute. Le travail est minutieux. Le ferraillage doit pouvoir laisser passer les gaines des câbles d'acier qui maintiendront les voussoirs entre eux. Ce sont donc des squelettes d'acier gigantesques qui voient le jour. Deuxième étape, les placer dans un coffrage et les couler dans du béton. Un béton, là encore, fabriqué à proximité, avec une centrale à béton à disposition. Une fois démoulé, chaque voussoir est numéroté et identifié. Mâle ou femelle, chaque voussoir vient ensuite s'emboîter dans le précédent. C'est la technique dite des joints conjugués, un jeu de mécano géant
qui ne laisse place à aucune erreur. Les voussoirs ne sont pas interchangeables. Parce qu'il faut que quand on remonte les pièces du pulse, eh bien, les voussoirs se correspondent bien et s'emboîtent bien les uns dans les autres. Autre défi de taille, assembler les fameux voussoirs les uns aux autres. Des pièces de plusieurs tonnes qu'il faut positionner au centimètre près. Pour réaliser cette prouesse, les ingénieurs de l'époque vont imaginer un outil incroyable, baptisé un lanceur, une grue horizontale aux dimensions XXL. C'est un lanceur assez exceptionnel parce que dans le monde, il n'y a pas eu d'autres lanceurs vraiment faits de cette taille et de ce gabarit pour poser une travée par semaine. Au moment de sa construction, le pont progressait de plus de 20 mètres par jour, un véritable record. Le lanceur, cette grue géante de 500 tonnes et de 285 mètres de long, prenait appui sur 3 piles et assemblait les voussoirs par paire afin d'assurer l'équilibre du tablier en construction. La progression de l'ensemble se faisait dans le sens continent-île de Ré. Cet outil incroyable qu'est le lanceur, utilisé pour le pont de l'île de Ré, a été développé spécifiquement pour ce tracé de pont en courbe. Et à la différence des autres lanceurs qui existaient à l'époque, il ne se déplaçait pas sur des rails. Ce lanceur avait la particularité, pour se déplacer de pile en pile, de rouler sur le pont, sur 2 trains de pneus, faits avec des pneus d'avion, parce que le poids du lanceur amenait des pressions extrêmement importantes, de l'ordre de 10 bars. Donc on a fait un train de pneus avec des pneus d'aviation. Des pneus d'avion 2,5 fois plus résistants que des pneus de camion. Le lanceur permet de poser 3 paires de voussoirs par jour. Les voussoirs sont assemblés en une structure monolithique grâce à ce qu'on appelle la précontrainte. Dans quel trou tu veux que je t'enfile les câbles? Des câbles d'acier mis sous pression qui assurent le maintien des voussoirs entre eux. La précontrainte est une technique très française, dont les Français sont même, on peut dire, les recordmen au monde de la technique d'assemblage, inventée en fait par Freycinet dans les années 30. Eugène Freycinet, un ingénieur français considéré comme l'un des pères du béton moderne. En charge de la construction de ponts et d'arches, c'est lui qui, au début du XXe siècle, va inventer la technologie du béton précontraint. En 1933, il décide d'industrialiser son invention et dépose son brevet. L'année suivante, il est contacté pour sauver la gare maritime du Havre, récemment construite pour accueillir le paquebot Normandie. Le bâtiment s'enfonce de plusieurs centimètres par mois et se fissure. Personne ne sait comment stopper ce phénomène. Ce chantier lui donne l'occasion de prouver au monde que son invention fonctionne. Le port est sauvé et la précontrainte est reconnue. L'entreprise Freycinet existe toujours et perpétue son savoir-faire. Dans les laboratoires de l'usine, les ingénieurs continuent d'améliorer constamment la technique de leur illustre fondateur. Pour illustrer cette précontrainte, nous avons ici une maquette constituée de plusieurs éléments en bois qui représentent des voussoirs en béton préfabriqué et un élastique qui va représenter un câble de précontrainte donné. Dans un premier temps, j'assemble juste les éléments sans avoir tendu l'élastique. Si on applique une charge, on voit la sollicitation qui engendre donc une ouverture du joint entre les éléments assemblés. Maintenant, j'enlève cette charge et je vais reprendre ma maquette afin de simuler une force de précontrainte en tendant cet élastique. Je repose mon élément sur ces 2 appuis. Je remets une charge, la même que précédemment. Le joint ne s'ouvre pas. Et je peux me permettre de poser une charge additionnelle
pour illustrer cet apport de la précontrainte. Pour comprendre l'apport de la précontrainte dans les ouvrages d'art et son intérêt pour la construction du pont de l'île de Ré, Ivica Zivanovic nous propose une expérience. Solliciter en flexion, grâce à une presse hydraulique, 3 poutres en béton. La première est sans aucun renfort métallique. La charge appliquée est progressive, croissante et menée jusqu'à rupture. La poutre, donc en béton non armé, non précontraint, s'est rompue à 7,5 tonnes. 7 tonnes et demie, soit l'équivalent de 2 éléphants. L'expérience est renouvelée avec une même poutre en béton, mais qui est cette fois renforcée avec des aciers de ferraillage, du béton armé. Ça y est, on a atteint la charge max. L'élément cède sous 15 tonnes de pression. Une section de béton armé est forcément plus résistante puisqu'on met du renfort là où il en faut. L'expérience est renouvelée une 3e fois, cette fois-ci en utilisant de la précontrainte. Le câble qui traverse la poutre de béton est mis sous tension grâce à un vérin hydraulique. Le principe de la précontrainte à l'échelle d'un laboratoire. Mis sous pression, la poutre est beaucoup plus résistante. Elle dépasse successivement les 7 tonnes et demie du béton, puis les 15 tonnes du béton armé. Finalement, elle cédera sous 20 tonnes de pression. Un atout majeur pour le béton du pont. Ah. L'échantillon en béton précontraint cède donc sous une pression 3 fois supérieure au traditionnel béton. Mais le plus incroyable, c'est que la structure ne casse pas, elle ne se déforme pas non plus. Elle reprend même sa forme initiale dès que la pression est relâchée. Le béton précontraint apporte une forme de souplesse, surtout il apporte une capacité en déformation plus accrue et capable de résister à des efforts beaucoup plus importants puisque la précontrainte annule ou réduit considérablement les zones de traction. C'est cette technologie qui a donc été appliquée sur le pont de l'île de Ré. Un pont qui, du fait de l'importance du trafic routier, doit encaisser des fortes charges qui engendrent une déformation de la travée. Cette flexion se traduit par la compression du béton du tablier en partie supérieure, où le béton cherche à prendre moins de surface, et de la tension en partie inférieure, où le béton cherche à prendre plus de surface. Cette tension est dangereuse pour le béton du pont, qui peut rompre sous une courbure trop importante. Pour annuler cette tension et apporter une plus grande résistance à l'ouvrage, les câbles de précontrainte sont installés pour limiter la déformation de la travée, principalement dans les bas du tablier et entre 2 piles. Le dernier voussoir est installé le 15 février 1988, le temps de poser le revêtement sur le tablier et de terminer les nouveaux accès routiers, et le pont est inauguré officiellement 3 mois plus tard, le 19 mai 1988. Un pont livré dans les temps, qui n'a connu ni surcoût, ni accident mortel. Le pont valait 320 millions de francs, une cinquantaine de millions d'euros, et le total du projet valait 600 millions. Donc c'est presque le double. Et ce double, c'est dû à la route d'accès qu'il a fallu construire, qui n'existait pas. La construction du pont de l'île de Ré en seulement 20 mois aura donc été un exploit technologique. Le 2e pont le plus long de France est prêt pour traverser le temps. La vie d'un ouvrage comme ce pont, avec les bétons de la qualité qui ont été faits à l'époque, et un entretien respectant les normes et les contrôles qui doivent être faits sur ce genre d'ouvrage, cet ouvrage-là, il durera 100 ans, peut-être même plus. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr qu'il va durer longtemps. Et pour lui assurer une longévité exceptionnelle, les ingénieurs ont cherché à densifier le béton pour le rendre encore plus résistant. Pour cela, ils y ont ajouté une poudre issue de l'industrie métallurgique. Son nom, la fumée de silice. Une pratique encore peu répandue,
sur les chantiers de l'époque. La grande innovation pour le béton des voussoirs du pont de l'île de Ré, c'est l'incorporation de fumée de silice dans la pâte de ciment de ce béton. C'est une première en France à cette échelle d'un grand ouvrage. Pour comprendre ce qui est vraiment révolutionnaire et ce qu'apporte la fumée de silice à la construction, il faut revenir un peu aux fondamentaux du béton. Le béton, c'est cette colle constituée du ciment mélangé avec de l'eau qui va venir enrober des granulats, donc des cailloux grossiers, du sable, éventuellement du sable plus fin, et qui va constituer un mélange poreux avec des points de faiblesse qui sont la pâte de ciment elle-même et les interfaces avec les granulats. Les points de faiblesse du béton, ce sont donc ces micro-espaces entre les cailloux et le sable qui subsistent dans la composition du béton. Ces espaces se traduisent par de minuscules bulles d'air qui rendent le béton poreux, donc fragile. Tout l'enjeu des bétons haute performance est donc d'arriver à chasser l'air afin de diminuer cette porosité. La fumée de silice qui se présente sous forme de poudre très fine qui va venir combler les vides parce que la fumée de silice, elle est 10 fois plus petite que les grains de ciment les plus fins. Donc, ils vont pouvoir vraiment remplir tous les espaces de la pâte et donc améliorer beaucoup sa qualité. Mais pour amalgamer cette fine poudre de silice au béton, l'autre ingrédient indispensable est ce qu'on appelle les superplastifiants. Ils permettent d'obtenir un béton avec moins d'eau, ce qui le rend plus résistant, tout en restant plastique, donc facile à travailler. Et on voit ici le résultat, un béton à haute performance où la pâte de ciment enrobe parfaitement les granulats, beaucoup moins de bullage. Le résultat est un béton 3 fois plus résistant que le béton classique et qui présente un autre avantage de taille pour le pont de l'île de Ré. Avec la fumée de silice et les superplastifiants, on a une pâte dont les éléments chimiquement actifs au moment où on fait le mélange sont très proches et donc réagissent beaucoup plus vite. Et donc la prise du béton a pu se faire en moins de 24 heures et donc permettre un cycle de rotation des coffrages beaucoup plus efficace que ce qu'on aurait eu avec un béton traditionnel. C'est donc un béton beaucoup plus rapide à réaliser. Sur le chantier du pont de l'île de Ré, grâce à cette technologie, les voussoirs coulés la veille peuvent être démoulés dès le lendemain, ce qui a permis au chantier de gagner un temps précieux pour tenir ses délais. Enfin, ce béton haute performance est parfaitement adapté à son environnement immédiat, le sel. Dans tous les ouvrages maritimes, le sel, c'est l'ennemi de l'ouvrage, quoi. Donc tous les ouvrages maritimes, tous les ports, les digues de port, les ponts en mer, on fait attention justement à ce que les bétons aient une très bonne compacité, donc ils soient peu perméables, de façon à éviter la pénétration au maximum des ions chlore. Si le sel est une menace, c'est que les ions chlorure qu'il contient vont avec le temps s'infiltrer dans le béton devenu poreux et atteindre les armatures métalliques. Le laboratoire d'électrochimie de l'université Gustave Eiffel étudie tous les phénomènes de corrosion du béton armé en milieu marin afin d'en déterminer les vitesses et d'en analyser les conséquences. Dans ce laboratoire, ce qui va nous intéresser, c'est étudier les dégradations du béton armé qui peuvent se produire en milieu maritime. Vous pouvez constater de gauche à droite donc les dégradations croissantes avec des apparitions de fissures de plus en plus importantes. À partir du moment où on a une fissure comme ça, qui va aller jusqu'au lieu de l'armature et qu'on est en milieu marin, eh bien l'eau de mer va directement s'infiltrer dans la fissure jusque l'acier et ça va augmenter sa corrosion. Une fissure dans le béton armé est donc une porte d'entrée de choix pour la corrosion. Plus l'acier des armatures est exposé à l'eau de mer, plus la corrosion sera rapide et capable de dégrader le béton de surface. Si on veut mieux comprendre finalement cette fissuration, on va venir vers ce corps d'épreuve-là, qui est le même, c'est la même poutrelle. On voit bien la fissure en traversant, mais sur laquelle on est venu scier des tranches pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir la répartition des produits de corrosion tout autour de l'armature, puisque lorsque les produits de corrosion vont se former, ils vont être expansifs. Donc là, ça va pousser le béton
Et c'est ça qui va amener aux fissurations. Là, par exemple, on voit 2 belles fissurations qui viennent de l'intérieur jusque vers l'extérieur. Et si on est sur une surface de plus grande dimension et plane, ce que l'on peut observer, quand la corrosion va vraiment être importante, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une épaufrure, c'est-à-dire un bout de béton qui peut tomber. Alors là, en l'occurrence, ça peut tomber dans l'eau de mer. Donc ici, c'est la face intérieure et ici, c'est la face de béton extérieure. À cause d'un coût trop élevé à l'époque et d'une technologie encore assez confidentielle, les fameuses piles du pont, à la différence des voussoirs, n'ont pas bénéficié de l'adjonction de fumée de silice qui les aurait rendues plus résistantes aux ions chlorures. Mais impossible de prendre le risque de voir les 28 piles du pont en contact permanent avec l'eau salée s'effriter. Anne Audouin-Dubreuil, responsable des ouvrages d'art pour le département, se rend sur place plusieurs fois par an pour inspecter les piles du pont afin de surveiller leur résistance au sel. Francis, ce que l'on va faire, c'est qu'en s'approchant du pont, je vais prendre une photo générale, puis une photo de la pile pour localiser ce qu'on va observer. Voilà, on a l'ensemble de la pile. Après plus de 30 ans de service, le constat est là. Les premiers signes du temps apparaissent. Les fissures sur ce parement sont ici. Voilà, stop. On va zoomer un peu. OK. Sur le béton lui-même, donc, les principaux défauts que l'on pourrait observer, ce sont la fissuration, avec des coulures de calcite, donc vous voyez le trait blanc qui coule en plein milieu du parement, et la corrosion des armatures, dont on voit les traces de rouille qui descendent des trous sur la pile. Si des traces de corrosion sont visibles sur les piles, une corrosion beaucoup plus insidieuse, car invisible à l'œil nu, les menace tout autant. Elle attaque en profondeur la pile, jusqu'au grillage d'armature situé à 5 cm sous son parement en béton. Le quadrillage que vous voyez là, c'est les traces d'armature qui ont été reportées sur le béton, de manière à pouvoir faire des investigations pour connaître l'état des armatures vis-à-vis de leur corrosion. Seule façon pour connaître la vitesse de corrosion dans une pile, quand la surface est encore saine, procéder à une analyse par sondage. Des trous sont percés jusqu'à l'armature pour recueillir des échantillons. Le but, c'est de voir jusqu'où les chlorures ont pénétré dans le béton. Et quand la profondeur des chlorures atteint les armatures, là on sait qu'il y a un gros risque de corrosion. Heureusement, la dégradation par corrosion n'est pas irrémédiable et quand elle est diagnostiquée assez tôt, des solutions de réparation existent. Pour le pont de l'île de Ré, cette solution pourrait passer par un courant électrique. On peut mettre en œuvre une solution de réparation qui s'appelle de la protection cathodique, où là, l'objectif, ça va être un traitement à vie sur l'ouvrage, puisqu'on va venir connecter le treillis d'armature à un générateur électrique, de manière à éliminer en fait la corrosion, tout en laissant le béton d'enrobage tel qu'il est. Si tout fonctionne bien, certes, c'est un traitement de réparation à vie, mais ça veut dire aussi que la durabilité de l'ouvrage, c'est à vie. Le courant électrique a cette faculté d'empêcher les aciers de continuer à se corroder en présence des ions chlorures. Une fois la corrosion traitée, le béton de surface dégradé sera reconstitué. Pour les piles du pont de l'île de Ré, aucune raison de s'alarmer pour l'instant, mais la protection cathodique sera peut-être demain la solution retenue. Voilà pourquoi, pour garantir sa longévité, en plus des inspections ponctuelles, le pont fait l'objet d'un examen approfondi, complet, tous les 9 ans, dans les endroits les plus inaccessibles. Exceptionnellement, nous avons même pu aller les voir de près. Donc les techniciens reviennent sur cette pile, notamment à l'occasion des inspections détaillées généralisées de l'ouvrage. Comme leur nom l'indique, nous regardons toutes les parties de l'ouvrage, y compris celles qui sont inaccessibles de manière ordinaire. Ça permet aussi, un peu plus bas, d'accéder à l'intérieur des piles, donc de descendre complètement dans le fût des piles
pour voir également l'état des parements béton, non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Une autre partie du pont fait l'objet d'une surveillance permanente. C'est son ventre, un tunnel situé juste en dessous du tablier. Un monde insoupçonnable dans lequel passe un étonnant réseau. Le pont, c'est le cordon ombilical de l'île de Ré. Non seulement l'ensemble du trafic routier, automobile, piéton, vélo passe par le pont pour aller dans l'île ou en sortir, mais c'est également la conduite d'eau, c'est cette grosse conduite, passe dans ces câbles toute l'électricité, la fibre optique, le téléphone, tout ce qui arrive dans l'île de Ré passe par l'intérieur du pont. Un réseau qui a été mis à rude épreuve ces derniers temps. Après plus de 30 ans d'exploitation, les câbles d'acier qui maintiennent le pont comme une colonne vertébrale commencent à fatiguer. En septembre 2018, lors d'une inspection de routine, un employé a même découvert un des 218 câbles sectionnés, gisant au sol. Ce câble s'est rompu et nous avons déterminé qu'il s'était rompu par corrosion d'un de ces deux ancrages. Un câble à deux bouts. À chaque bout, on a une tête d'ancrage qui permet de tendre ce câble jusqu'à 400 tonnes. Une tension incroyable qui permettrait de suspendre une dizaine de semi-remorques. C'est une force énorme. Quand le câble coupe brutalement, c'est 400 tonnes qui se libèrent à 1000 km/h. Voici à vitesse réelle la rupture d'un câble. Pour se rendre compte de la violence d'une rupture si soudaine et analyser son impact à l'intérieur du pont, le département de la Charente-Maritime a réalisé une étude à l'aide de caméras à très haute vitesse, capables de filmer à 2000 images par seconde. Le résultat est sans appel. Ce que l'on risque quand on est dans le pont, lorsque le câble casse, c'est de recevoir un coup de fouet de la part du câble. Il n'y a quasi aucune chance de survie. Un seul câble qui se rompt dans le pont n'a quasiment aucune incidence sur la structure. En revanche, à l'intérieur, c'est beaucoup plus dangereux. Pour éviter tout accident mortel, le réseau de câbles a été mis en sécurité. Un ensemble de sangles orange a été installé autour des câbles afin de limiter les risques. Ces sangles servent à la protection des personnes qui travaillent dans le pont, mais aussi à éviter des dégâts collatéraux. D'autres câbles qui lâchent et c'est le risque de voir l'île de Ré coupée du continent. Les câbles ont donc fait l'objet d'un contrôle minutieux. Après examen, 3 autres câbles sont menacés et doivent être changés. Un chantier qui va durer de longs mois. Pour réparer un câble, il n'y a qu'une solution, compte tenu de la technologie qui avait été employée à l'époque de construction des câbles, c'est de le couper, de le démonter complètement, de l'enlever, de le retirer du pont, y compris dans les passages où il traverse le béton, et de mettre un câble neuf. Mais tout n'est pas si simple. Le 3e câble à changer fait preuve d'une résistance toute particulière. Attention là. Une dernière section du câble est toujours coincée entre 2 voussoirs. Rien n'y fait. Après plusieurs tentatives, l'équipe décide d'extraire un à un les 19 taurons qui constituent le câble récalcitrant. Donc actuellement, derrière ce mur, qui fait plus de 3,50 m d'épaisseur, tauron par tauron, les fils sont tirés avec un vérin, de manière à faire la place au nouveau câble qui va être monté. Les efforts sont considérables et l'opération délicate. Si la tension du vérin sur le tauron est trop forte, celui-ci peut casser à l'intérieur, rendant l'entreprise encore plus incertaine. Et là, en fait, concrètement, on a mis 470 bars. Ça représente 15 à 16 tonnes de tension, enfin donc du coup de traction sur le tauron, pour 1 cm de recul entre guillemets sur le tauron. Tu vois. Donc c'est énormément d'efforts pour essayer de dégager ce tauron dans ce déviateur. Stop! La prochaine sortie va sortir de ça. Vas-y, vas-y. Après de longues minutes d'attente, le tauron se dégage enfin. Vas-y, vas-y. 1 cm. Encore. Ok, stop.
Mais il reste encore 18 torons à décoincer avant de pouvoir installer le nouveau câble de précontrainte. Un travail de longue haleine. On voit les traces où ça a forcé. Si changer des câbles à l'intérieur d'un viaduc est un défi, que dire d'un changement de câble entre deux viaducs? Là, nous arrivons vraiment sur notre chantier. Ici, je suis dans le vide. Nous sommes dans le vide entre deux parties du pont qui permettent sa dilatation. Et vraiment au cœur même des travaux actuels, puisque vous avez à gauche et à droite deux éléments du pont. Deux viaducs indépendants qui rendent le chantier encore plus complexe, car impossible d'arrêter la circulation. Bien évidemment, si on coupe ce câble, le pont risque de s'effondrer. En même temps, nous devons maintenir en permanence la circulation. Vous entendez les voitures qui passent au-dessus, les camions. Et tout l'art de ce chantier, c'est que nous réalisions un chantier d'ouvrage d'art très important sans qu'extérieurement, on s'en rende compte. Pour pouvoir changer ces câbles sans fragiliser l'édifice et sans que l'accès à l'île soit interrompu, il a donc fallu encore une fois innover. Les ingénieurs ont imaginé et modélisé une solution pour maintenir les deux viaducs le temps de l'intervention. Son nom de code, la chèvre. Le pont de l'île de Ré, c'est effectivement un peu un laboratoire, mais un laboratoire dans lequel on n'a pas le droit de se tromper. Et on doit faire bon et du premier coup, puisque les enjeux sont considérables en termes de sécurité. Donc nous avons imaginé une solution qui nous avons appelée la chèvre métallique. Donc on voit derrière moi. La chèvre métallique permet de prendre appui sur l'un des viaducs afin de supporter l'autre le temps du changement de câble. Le dispositif peut paraître simple, mais il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Capable de soutenir une voie de TGV, il soulève le viaduc au millimètre. Quand on a conçu la chèvre, il a fallu qu'on intègre à son fonctionnement le fait que le viaduc et le pont de Ré devaient continuer à se comporter de la même manière. Donc il a fallu intégrer et la charge que l'élément de chèvre allait reprendre et aussi les dilatations thermiques. Car le pont de l'île de Ré est vivant, il bouge en permanence au gré des changements de température. Il se contracte et se dilate jusqu'à 2,50 m sur l'ensemble de ces 3 km, ce qui est considérable. En effet, le béton du tablier s'allonge quand il fait chaud et rétrécit quand il fait froid. Afin d'accompagner ce phénomène, le tablier du pont est donc libre et repose simplement sur des patins fixés sur chaque pile. Nous retrouvons Anne Audouin-Dubreuil dans cet endroit hautement stratégique entre le tablier du pont et le sommet de la pile numéro 5 pour y découvrir ce fameux dispositif. C'est un appareil d'appui à peau qui contient du téflon qui frotte sur une plaque en inox qui est posée sur la partie supérieure. Donc le contact téflon et inox, c'est un contact qui assure un glissement presque parfait pour garantir au tablier une totale liberté de mouvement et de reposer correctement sur cet appui. Intervenir sur les changements de câbles tout en maintenant les deux viaducs et en laissant le pont se dilater correctement, c'est tout l'enjeu de la conception de la chèvre métallique. Notre chèvre est en place, ça y est. Elle vient s'appuyer sur le deuxième viaduc pour soutenir le premier viaduc. Alors nous avons soulevé légèrement le premier viaduc avec les vérins que nous voyons en haut. Et puis bien sûr, la plaque de glissement qui permet à la chèvre de se déplacer de manière à respecter la dilatation du pont et à avoir le même mouvement que ce que nous voyons en surface sur les joints de dilatation de la chaussée. Et quitte à réaliser tous ces investissements, l'équipe a décidé de changer par prévention le deuxième câble du viaduc afin d'éviter un prochain chantier coûteux. Nous remplaçons le deuxième uniquement par mesure de précaution parce que son remplacement nécessite la mise en place d'un dispositif coûteux et compliqué, ce qui est notre chèvre qui est derrière moi. Et autant, une fois qu'elle est mise en place, aller jusqu'au bout et remplacer ce câble-là.
Une décision qui se répercute tout de suite sur la facture des travaux en cours. Le coût des travaux que nous avons réalisés dans le pont s'élève à un peu plus de 3 500 000 euros. Et le coût de remplacement d'un câble, c'est environ 500 000 euros. La facture ne sera pas réglée par les contribuables, mais sera entièrement financée par les revenus que génère le péage. Heureusement, depuis le début de son exploitation en 1988, les barrières des cabines de péage ne cessent de se relever, ce qui fait de ce pont une affaire très rentable. Si je me souviens bien, la première année d'exploitation du pont, le trafic a été supérieur de 80% à la prévision. Donc j'aime autant vous dire que quand on a un ouvrage à péage, dont les péages doivent rembourser la construction, quand vous avez 80% de trafic en plus que ce qui est prévu, ben je peux vous dire que c'est une drôle de tirelire. Hein. La gare de péage est évidemment plus qu'un point de collecte. Elle sert également à réguler le trafic, qui peut connaître des fréquentations très différentes. Oui, bonjour. Carte illisible à 5 ou 6 reprises. Vous la posez bien sur la cible à gauche du lecteur carte bancaire. Ça met dedans. Ah, parfait. Autant pour moi. Je vous en prie, madame. En basse saison, nous sommes à peu près à 7 000 véhicules par jour. Et en moyenne saison, on est à peu près à 10 000 véhicules jour. Et en haute saison, juillet-août, on atteint les 12 000 véhicules jour. Des véhicules qu'il faut d'autant plus surveiller qu'ils doivent se partager un accès relativement étroit. Large de 15,50 mètres seulement, le tablier offre 2 voies de circulation, une piste cyclable à double sens d'un côté et une voie réservée aux piétons de l'autre. Au moindre incident, c'est toute l'île de Ré qui peut se retrouver paralysée. Ici, tout est mis en œuvre pour éviter l'accident. Le pont est équipé d'outils de sécurité, donc il y a des caméras déjà qui nous permettent de surveiller en permanence ce qui se passe sur le pont, hein, quand il y a des accidents ou quand il y a, je sais pas, des choses qui tombent d'un camion ou tout ça. Il y a aussi pour les vents violents, le pont est équipé d'un anémomètre et donc en fonction du seuil de ce vent, il peut y avoir des restrictions de circulation. Si les rafales atteignent les 120 km/h, la circulation devient dangereuse pour les véhicules et la traversée impossible. Un scénario catastrophe qui arrive seulement une fois par an en moyenne. En cas de fermeture du pont, c'est vrai que c'est dramatique parce qu'en fait, le pont, c'est le seul moyen d'accéder dans l'île. Et donc, tous les gens sont bloqués de part et d'autre du pont sans pouvoir rentrer chez eux. En 2012, l'emprunt contracté pour la réalisation du pont arrivait à échéance et le péage allait donc disparaître. Les mêmes craintes que lors de la construction ont alors ressurgi. Sans péage, l'île va-t-elle voir affluer un tourisme de masse susceptible de dégrader les espaces naturels? Répondant aux craintes des habitants, le droit de passage est maintenu. Il devient une écotaxe qui finance désormais la politique environnementale de l'île, qui souhaite conserver 80% de son territoire en espace naturel protégé. Quand vous payez ce droit d'accès, vous ne payez pas pour enrichir la collectivité ou pour rembourser un emprunt. Vous payez pour 3 raisons. La première, c'est que vous participez à l'entretien du pont. La deuxième partie, c'est le transport public. Aujourd'hui, il y a toute une série de navettes électriques qui franchissent le pont et qui réunissent entre elles les communes ou les villages ou les plages de l'île. Et troisième objet, la préservation de l'environnement, c'est-à-dire acheter des propriétés qui ont été construites illégalement dans des zones protégées et les détruire. Nous avons encore, il y a quelques jours, procédé à l'achat d'une propriété de 230 000 € qui va être détruite parce qu'elle est située dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être construite. Le pont de l'île de Ré est aujourd'hui bien plus qu'un simple ouvrage d'art. Cette mégastructure aura révolutionné la vie des habitants comme des vacanciers. Devenu le cordon ombilical de l'île de Ré, ce pont, jeune trentenaire, s'inscrit dorénavant dans notre patrimoine architectural.